Nous allons parler d'un livre, mais aussi d'un monument, puisqu'on va parler de Claude Lelouch. Et qui mieux que Jean Aulé-Laprune et Yves Allion, qui viennent de signer un livre qui s'appelle donc « Le cinéma, c'est mieux que la vie, Claude Lelouch ». Messieurs, je vous salue tous les deux. Bienvenue à la radio du cinéma. Bonjour. Bonjour. Vous allez d'abord, messieurs, vous présenter. On va commencer par Jean Aulé-Laprune. Donc bonjour Jean. Bonjour. Vous êtes donc diplômé d'HEC. Et puis après, très vite, vous vous êtes intéressé au cinéma. Vous avez fondé donc les chaînes de télévision Ciné-Cinéma. Vous avez fondé également Ciné Classique sur le bouquet de CanalSat. Et puis ensuite, vous avez donc lancé, et ça c'est un fait important dans votre vie professionnelle, vous avez signé la plateforme Filmo TV. Voilà. On pourrait s'étaler encore plus longtemps, mais on va parler également de Yves Allion. Yves, donc vous êtes journaliste de cinéma, vous avez été critique, historien, enfin vous êtes un incontournable du cinéma en France. Vous avez été dans l'enseignement une partie de votre vie en tant que professeur d'économie dans un lycée. Il y a longtemps. Il y a très longtemps, et puis vous avez évidemment dévié dans le milieu du cinéma. Vous avez travaillé notamment pour la revue Écran, qui est devenue peu après la revue du cinéma. Qui a été absorbée par la revue qui a été absorbé par la revue du cinéma. Existait, voilà. Vous avez aussi travaillé au Festival de Cannes. Voilà. Et puis, depuis l'an 2000, un magazine que j'ai eu le privilège d'avoir entre les mains juste avant de démarrer cette interview, qui s'appelle donc L'Avant-Scène Cinéma. Vous en êtes le rédacteur en chef. C'est une revue, je pense, unique au monde, en tout cas sur sa durée, puisque chaque numéro est associé à un film. C'est-à-dire qu'on publie tout le scénario avec les dialogues, parfois bilingues lorsqu'ils sont dans des langues un peu courantes, et on publie un épais dossier avec des interviews, des analyses sur ce film-là. Et à la fin, il y a quelques pages d'actualité sur d'autres films. On est là pour parler de cinéma, mais par le prisme en fait d'un livre qui va faire date dans le milieu du cinéma. Des livres comme celui-là, il en sort très peu. Très peu. Avant d'allumer les micros, on essayait de se remémorer quand est-ce qu'est sorti un livre un peu équivalent d'un autre cinéaste. Et finalement, on est obligé de remonter très 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 loin pour parler en fait d'un pavé comme celui-ci. Il y a eu des livres d'entretien avec un cinéaste, le plus célèbre étant celui des entretiens de Hitchcock et François Truffaut. Voilà. Qui remonte dans les années 60, quelque chose 66, 66, enfin, il a été remis à jour à 2-3 reprises, sauf que François Truffaut n'a pu rencontrer pour ses entretiens Hitchcock qu'une trentaine d'heures seulement, alors que nous avons passé, tout mis bout à bout, 250 heures avec un cinéaste qui a une carrière encore plus longue que celle d'Hitchcock. Passé en enregistrement. Vous êtes des fous de cinéma tous les deux. Vous portez évidemment un regard ultra bienveillant et très admiratif sur ce cinéaste qui est donc Claude Lelouch. Je suppose qu'il fait partie de votre sphère amicale respective. Et donc vous avez créé du lien de manière très forte avec cet homme. Alors je crois que c'est vous, Yves, qui l'avez rencontré en premier. Il y aurait beaucoup à dire, on ne va pas y passer. Mais j'ai le souvenir que quand j'appartenais à la revue du cinéma, et j'ai vérifié, c'était en 1987, un jour au comité d'interaction, j'ai dit, et si on faisait un entretien de fond avec Claude Lelouch, hors promo? Tout le monde a fait quelle drôle d'idée. Le rédacteur en chef a dit, c'est tellement inattendu, vas-y. J'y suis allé, et honnêtement, ça s'est très 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 bien passé. Et à la suite de quoi, ça crée des liens. On s'est croisés de temps en temps et c'était bien. Et en 1998 ou 19, j'ai été embauché pour un quotidien qui s'appelait Le Quotidien de la République, dont Henri Emmanuelli était le patron, qui a fait 11 numéros. C'est-à-dire c'est ridicule pour un quotidien. Mais pendant ces 11 numéros est sorti Hasard et Coïncidence. Et j'ai dit à quel point c'était une merveille. Quand le numéro s'est arrêté, ça a été un bide. On parle du film. Le film, le journal aussi. Et le film était tellement formidable qu'on ne peut déjà en profiter que pour encourager tous les auditeurs à le voir, parce que c'est vraiment un bijou absolu. Et je me souviens avoir envoyé une lettre à Claude, une petite carte à Claude, en disant je lis dans le film français que tu fais ton plus gros bide. Et 10 minutes après, on nous dit le journal s'arrête. Et je lui fais hasard ou coïncidence. À la suite de quoi, il m'a dit il faut qu'on se voit. Il m'a proposé d'être sur le tournage de Une pour toutes, qui était le film suivant, de faire le dossier de presse. Et je dois dire qu'à la suite de quoi,
Jean étant rentré dans l'affaire, on a commencé à parler de bouquins, etc. Et depuis lors, je crois qu'on ne s'est jamais vraiment quitté plus de 15 jours, quoi. Et pour répondre à votre question sur l'amitié avec les relations personnelles qu'on peut entretenir avec Claude Lelouch, elles ne sont pas dures dans la mesure où Claude fait partie de ces metteurs en scène cinéphiles, c'est-à-dire qu'il sait merveilleusement bien parler du cinéma des autres. Il va voir beaucoup de films en permanence, il y réfléchit, il est enthousiaste sur des jeunes cinéastes très souvent. Et donc parler du cinéma avec lui, c'est un véritable plaisir, en dehors même de ses films. C'est pour moi, en fait, quelqu'un de très populaire au sens noble du terme. Bien sûr. Et je trouve que son cinéma véhicule ses valeurs. C'est-à-dire, alors bien sûr, sur ces 51 films, vous l'avez évoqué vous-même, Yves, tous les films n'ont pas été des succès, n'ont pas été des réussites. En revanche, il y en a 2 qui ne sont jamais sortis. L'aura de son cinéma est peut-être même encore plus grand que ses films eux-mêmes. C'est-à-dire que les gens savent, les gens savent qui est Claude Lelouch, même s'ils n'ont pas vu beaucoup de films. Vous partagez ça, Jean? Oui, complètement. Pour une raison simple également. C'est là où c'est difficile d'analyser le cinéma de Claude Lelouch, c'est que ces 51 films, c'est un ensemble. Et le nombre de films qui se recoupent, qui se prolongent, où il y a des liens qui sont... Des passerelles. Des passerelles. Des thèmes également qui sont développés d'un film à l'autre, qui sont en embryon dans un film. Parfois une réplique, dans Partir Revenir, on parle de réincarnation. C'est quelque chose qui sera développé ultérieurement dans la belle histoire de façon beaucoup plus... Donc c'est pour ça que c'est un cinéaste qui est difficile à saisir, parce que c'est 51 films quand même, mais qui est facile à saisir parce que c'est un univers dans lequel on pénètre, j'allais dire quel que soit le film. Là-dessus, il y a une unité de ton qui était là dès le début et qui continue jusqu'à finalement. Il a un style. C'est une énorme boule de fiction dans lequel, en fait, comme une pâte à modeler, dans lequel il modèle en permanence, reprend des bouts, en rajoute, etc. C'est joli comme et il serait tout à fait capable de les reprendre tous s'il avait le temps et s'il n'avait pas envie d'en faire plutôt d'autres, pour les refaire en permanence, parce que c'est vraiment un matériau vivant. C'est pas quelque chose qu'on range sur des étagères. J'ai une formule que je lui ai confiée l'autre jour, et ça l'a fait sourire. Je pense qu'il ne devait pas trouver ça totalement idiot. J'ai dit, de toute façon, quand tu pousseras ton dernier souffle, c'est toi qui tiendras la caméra pour pouvoir le filmer toi-même. Mais c'est vrai que le côté adolescent se caractérise par un enthousiasme permanent par rapport à une nouvelle technique. Et très communicatif par rapport à une nouvelle caméra, par rapport à un comédien, une espèce de joie de découvrir les choses, d'essayer. On disait tout à l'heure que c'est un expérimentateur, c'est vrai, il a envie d'essayer les choses, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Quand ça marche, c'est absolument formidable. Et donc il y a une véritable joie, effectivement, comme un enfant, un gamin, qui découvre un nouveau jouet. C'est incroyable. Et on a l'impression que c'est permanent, c'est une vie sans fin. Bien sûr, et il y a une capacité de résilience, de réparation dès qu'il y a un coup dur. Absolument. Il évoque souvent ça. C'est des choses qui... Alors on n'est pas psy, on ne devrait pas être psy de bazar, mais c'est vrai que la façon dont il a traversé la guerre n'était pas évidente, et que peut-être ça lui a donné un surplus de raisons de vivre, qui, en tout cas, on n'en connaît pas d'autres comme ça, quoi. 51 films, c'est quand même une filmographie, je ne sais pas s'il y a un équivalent, en tout cas il y en a très peu en France. Peut-être parmi les contemporains, pour dire Mocky ou Chabrol, mais ce n'est pas eux qui les produisaient, et ce n'est pas tout à fait le même engagement. Et pour Chabrol, il y a beaucoup de films de commande, alors que dans la filmographie de Claude Lelouch, il y a un ou deux films de commande. Donc évidemment, on peut parler d'un baron du cinéma français en activité, un être rare en fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça force le respect. Et vous vous êtes attaqué donc à décortiquer chacun de ces films en le questionnant, et évidemment il se livre beaucoup, il donne énormément de détails en fait, croustillants sur des choses finalement qui caractérisent chacune de ses expériences. Il nous disait tout le temps, j'ai aucune mémoire, s'il en avait, qu'est-ce que ça serait? Donc évidemment ce livre est absolument incontournable, mais on y apprend beaucoup sur le personnage, beaucoup sur ses films bien entendu, mais qui est Claude Lelouch? En fait, rien de mieux que ses films le racontent. D'une certaine façon, en fait, c'est un peu cette façon de voir les choses, et vous l'accompagnez. Je dirais que tous les cinéastes parlent d'eux, mais qu'il y en a qui parlent un petit peu plus d'eux que d'autres, et Claude Lelouch réellement, et il le revendique, c'est pas du tout, il n'essaye pas de le faire passer en douce, mais c'est sa vision du monde.
et que, y compris d'ailleurs dans les films à cadre historique, notamment sur la Deuxième Guerre mondiale, son filtre, c'est sa mémoire. Et ça ne l'intéresse pas d'aller vérifier si c'est réellement sur des faits historiques précis. C'est sa mémoire et c'est la façon dont lui a ressenti les choses qu'il convient de montrer. Effectivement, il nous parle beaucoup de lui, beaucoup des thèmes, des obsessions qu'il a. Mais là, ce qui me paraît vraiment intéressant, et si les gens comprennent ça, on aura réussi, c'est la façon dont on réussit à retranscrire tous ce questionnement, ces interrogations, ces thèmes en matière de cinéma. C'est-à-dire comment on les filme. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. On a tous nos univers particuliers, tous nos obsessions. Par contre, le fait de les retranscrire en images, en son et en musique, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et donc chaque film est un nouveau défi à chaque fois. Et donc c'est à chacun de ces films, on a essayé de dire voilà comment cette idée-là pouvait être retranscrite sur un écran. Et donc ça, c'est pour ça que je pense que c'est aussi un livre de cinéma autant qu'un film sur Claude Lelouch. En images, en son et en mots, mais aussi en structure narrative. Parce que beaucoup de ces films sont d'une structure narrative très gonflée, avec encore une fois un équilibriste sur un fil, avec des idées que personne d'autre ne pourrait voir. Il y a des jours et des lunes, on nous montre une infinité de personnages qui ne se croisent pas vraiment, mais on nous annonce qu'à la fin ils vont tous se croiser au même endroit et qu'il y en a qui sera tué. Et ça marche. Ces jours, les femmes pleurent plus que d'habitude. Pareil, c'est la lune. Il y a des jours je t'aime, il y a des jours je te hais. Il y a des jours où je te déteste, il y a des jours où je t'aime, il y a des jours où je te hais, il y a des jours... Il y a des jours, c'est la pleine lune en plus. Prenons un autre exemple, Les uns et les autres. Vous revoyez le film aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça se met à parler, il commence à y avoir des dialogues au bout de 40-45 minutes de film. Tout le reste du film, tout le début du film est totalement muet. Enfin, non, pas muet. Il est avec de la musique, avec des personnages qui s'agitent, mais il n'y a pas de dialogue. Voilà. Les uns et les autres. 120 comédiens, 200 danseurs, 10 000 figurants et 3 heures de spectacle pour rire et pleurer. Des petits et des grands moments, des uns et des autres. Comment vous lui avez dit, est-ce qu'on peut faire un livre, enfin je ne sais pas si ça s'est présenté comme ça, mais est-ce qu'on peut faire un livre sur toi, mais en fait on va parler que de toi et de tout toi. et de tes films. Et de tes films, et bien de tes entendu. films. Et des films des autres, et du monde, et de la vie, et de l'histoire, tout se tient. Ouais. Il n'y a pas le travail, et les loisirs, il n'y a pas la famille, etc. Son quotidien, c'est le cinéma. C'est un grand tout dans lequel on ne trie pas. Et nous sommes arrivés, j'ose dire, à un bon moment. C'est-à-dire... Cette prise de décision, elle est arrivée quand ? Du livre, en fait, il est né au début quand ? des années 2000. Début des années 2000, et on peut le dater très précisément, c'est au moment où Claude préparait Les Parisiens, qui va se révéler un échec. Et à ce moment-là, il s'est posé beaucoup de questions, et dont on a bénéficié, car toutes ces interrogations, tout son questionnement sur son cinéma, sur la façon de faire des films, sur comment raconter des histoires aujourd'hui, il nous les a livrées, confiés, avec un micro ouvert à peu près. Donc nous sommes arrivés à un bon moment, parce que c'est un moment où il se posait des questions. C'est absolument passionnant, parce que même dans les derniers mois, pendant la préparation de Finalement, on a lu les différentes versions du scénario, on a entendu les différentes idées pour l'acteur principal, il y en a un paquet qui se sont succédés avant d'arriver à Cadmerade. On avait vraiment l'impression d'être au cœur du réacteur. Voilà, du réacteur. Ouais. Mais bon, ça, je pense que vous l'avez évoqué juste avant, mais la proximité que vous avez créée avec lui, vous êtes des gens de confiance de sa garde rapprochée, disons les choses comme elles sont, oui. Et de fait, vous êtes un point de repère, un balisage intellectuel pour des prises de position qui, par définition, comptent quand vous leur donnez votre propre avis. On peut faire partie effectivement des proches de ce point de vue-là, mais en tout état de cause, au final, c'est quand même lui qui décide, qui décide réellement de qu'est-ce qui est le plus proche de sa vérité personnelle. Même si c'est pas une bonne idée, il assume du fait que... Jusqu'au boutiste. Oui, parce que c'est ça lui. Voilà. C'est un livre que nous avons fait avec lui. C'est-à-dire que tous les textes, nous les avons relus tous les trois ensemble. On les a modifiés, on les a amendés. Il y a un certain nombre de points, parfois, on n'était pas tout à fait d'accord avec lui. Et c'est dans le bouquin en disant, voilà, il y a une contradiction, des choses comme ça. Donc, c'est pas des bénis oui-oui. Là-dessus, c'était plutôt, on espère, un questionnement un petit peu itératif dans sa pensée. Mais chaque phrase
qui figure dedans est quelque chose qui a été validé par C'est lui. ça, c'est ça. Donc, Rien n'est là par hasard. Mais par exemple, je me souviens à un moment, quand il nous parle, je crois que c'est de la femme et le chien sur la plage à Deauville, au moment où il a l'idée d'un homme et une femme, on lui dit on a l'impression que c'est Bernadette Soubirous qui voit la Vierge à Lourdes, et il nous répond fichez-vous de moi. Et on l'a laissé, et ça l'amuse beaucoup, quoi. Oui, bien sûr. Mais quel est le niveau d'intimité qu'il vous a accordé par rapport à ce projet éditorial? Parce que j'ai l'impression quand même qu'on rentre beaucoup dans les détails, et ça a été quand même très loin, quoi. Nous ne nous sommes intéressés publiquement Oui. qu'à sa vie personnelle que dès lors que celle-ci avait une incidence sur les films. Quand je dis intimité, c'est vraiment, et à la fois vie personnelle, mais surtout des confidences sur les tournages, etc., d'avoir vraiment, d'être au cœur des choses. Même en la fait. vie personnelle, la succession d'un certain nombre de compagnes est dans ses films. Donc, Mais une fois encore, les compagnes ne nous intéressent que dans la mesure où elles servent les films. Bien sûr. C'est la relation avec ses enfants, les relations avec son entourage, les relations avec ses parents. il n'y a pas de barrière. Voilà, il n'y a pas de barrière, Tout mais se tient. dès lors que nous sommes dans le cinéma, voilà. Dès lors que nous sommes dans son œuvre, dès que ça la concerne. Mais il y a des tas et des tas d'heures à manger ensemble, à voir des films, à piquer une tête dans sa piscine. Et en fait, c'est pas du temps perdu. Oui. Parce que tout ce temps-là, Oui. ça nous permet d'être encore plus raccord au moment où on va reparler cinéma. Bon. Donc c'est une expérience qui va au-delà de l'expérience intellectuelle ou culturelle. C'était évidemment un immense moment de notre vie. On va rentrer un peu dans les détails parce que, évidemment, l'iconographie est omniprésente dans ce livre. J'imagine que vous avez eu l'occasion de piocher chez Film 13, qui est un peu le fond photo. Il y a un gros avantage par rapport à d'autres cinéastes, c'est que c'est lui qui a produit ces films. Oui. Donc c'est lui Donc, qui a les droits des photos, voilà, c'est lui qui a tout regroupé. Tout est chez lui, quoi, en gros. Et on l'aurait fait avec un cinéaste qui aurait travaillé avec 50 studios différents, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Bon. Et les films 13 nous ont ouvert leurs archives, Alors notamment... c'était la question. Voilà. on a Vous personne- avez eu en fait carte blanche, vous avez pu consulter ce que vous souhaitiez, comme vous le souhaitiez, et finalement aller picorer les documents que vous souhaitiez en fonction de vos besoins Nous avons été ou de aidés- vos attentes. Nous avons été aidés par quelqu'un qui travaille au film 13, qui est très présent dans On ce peut livre, citer son. Voilà. qu'on va citer bien volontiers, qui s'appelle Carole Oriot-Courret, D'accord. qui connaît l'œuvre de Claude Lelouch, mais Sur magnifiquement le bout bien, des ongles. et qui nous a fait retrouver un certain nombre de documents qui figurent Dans le le livre, des planches contact de l'aventure, c'est l'aventure sur la plage, qui sont totalement inédites. Bien par sûr, exemple. bien Donc, sûr. Bon, c'est truffé, Même- d'éléments même- qu'on ne même verra sur- que dans ce livre. Même évidemment. sur les photos de lui jeune, j'étais en conversation avec son fils aîné Simon, Oui. qui m'a dit vous avez mis des photos de mon père que j'avais jamais vues. Et Comme on n'est peut-être pas très nombreux à avoir vu Les Grands Moments, qui est le film qui a précédé Un homme et une femme et qui n'est jamais sorti. Il y a quelque chose qui est, voilà une info. il y a quelque chose qui est assez amusant, c'est qu'il y a un personnage qui traverse tout le livre, qui est le père de Claude Lelouch, Oui. qui devait être un personnage assez étonnant, assez incroyable, qui avait acheté un poste de télévision avant la guerre. Il devait y avoir une demi-heure d'émission par mois, enfin bref, peu importe. Et le père de Claude a filmé son fils à de nombreuses reprises avec une caméra 8 mm. Et tous ces films existent. Et on a pu en bénéficier. Il y a une bonne partie des illustrations qui sont là, qui sont extraites font directement partie. Ouais. de ces films d'amateurs qui ont été tournés, et parfois par le père, parfois également par Claude, qu'on retrouve dans l'iconographie pour illustrer Absolument. les chapitres d'enfance et d'adolescence. Ouais. Je pense qu'il a aussi mis un petit peu l'œil dans le rétro en se disant est-ce que c'est pas le bon moment pour que finalement je crée une sorte de monographie de toute mon œuvre, parce que je ne vais pas non plus faire 40 films supplémentaires et que par définition j'ai envie quand même de laisser une mémoire collective très importante. Oui, Vous avez parfaitement raison. Et le projet qui au début était parti d'un questionnement, comme je le disais il y a quelques instants, sur son œuvre suite à un échec, a évolué petit à petit. Il est devenu, j'ose utiliser le terme de testamentaire, une espèce de retour. On peut appeler sur ça une ensemble- synthèse, en ouais, fait. Une synthèse pour, sur voilà. l'ensemble de ce qu'il a pu faire, Ouais, voilà. un retour en arrière beaucoup plus général et beaucoup plus global. Et du coup, on peut dire qu'il vous a fait ce cadeau, parce que évidemment, on peut appeler ça comme ça, c'est un cadeau véritable. Formidable. De vous accorder comme ça cette confiance aveugle et finalement de témoigner de sa carrière avec autant de précision et de manière aussi précise, chirurgicale. Et
d'y avoir passé autant de temps. Parce que c'est un homme impatient et il a été généreux. On l'a un peu piqué l'autre jour en lui disant, pour quelqu'un d'aussi impatient que toi, t'imagines le temps que tu as passé avec nous. Il dit oui, c'est dingue. Oui, mais je pense qu'au fond, il est en même temps très heureux, je pense, d'avoir ça dans sa bibliothèque. Oui. Mais surtout, il avait fait pour les 50 ans des films 13 un film de montage qui s'appelle D'un film à l'autre, dans lequel, effectivement, c'était lui en voix off qui commentait tout son parcours de cinéaste. Et donc, j'ai une formule, je ne sais pas si elle est heureuse, parce que ça pourrait donner le sentiment qu'il pourrait paraître prétentieux, mais en fait, pas du tout, donc je vais quand même l'exprimer, c'est qu'à mon avis, il fait partie de ces quelques rares cinéastes qui sont comme les grands prêtres d'une religion qui est leur œuvre. Et cette œuvre leur est une telle évidence pour eux qu'ils n'ont pas le choix. Même à l'insu de leur plein gré, ils ne peuvent rien faire d'autre que de servir leur œuvre comme si écrit. C'est quelque chose d'écrit. Alors je dis, ça peut paraître prétentieux parce que mon œuvre et ça, pas du tout. C'est pas du tout son cas. Et d'ailleurs, comme il est assez croyant, assez mystique, il dit même que ça lui était dicté, etc. Donc il n'est que le modeste témoin de ce qu'il est, mais il a pour mission de mettre tout ça en valeur. Il se nourrit d'un maximum de choses. D'ailleurs, c'est très frappant quand vous prenez tous ces films. Ils sont imprégnés du quotidien et du moment dans lequel il se passe. Vous avez une station de radio des années 70. Quand on construit le centre Beaugrenelle, il va y tourner, il dessine. Il se nourrit vraiment du quotidien. 14 juillet, 14 Lido, juillet, voilà, donc c'est quelque chose. Les Jeux Olympiques. C'est un homme ouvert sur ce qui est en face de lui. Donc, voilà, Yves, ce que je viens de relever dans ce que vous dites, et merci tous les deux, mais on a l'impression quand même que Claude Lelouch, depuis qu'il fait du cinéma, il est en mission. Et à chaque fois que j'écoute cet homme, systématiquement, on a l'impression qu'il y a cette petite Claude Lelouchet dans sa tête qui lui dicte en fait un peu comme l'a fait Clochette, ce qu'il doit faire. On est d'accord, non, sur ça? Vous êtes plus Lelouchien que Claude Lelouch dans votre approche. Non, mais on est d'accord quand même. C'est une phrase que lui aime bien dire, qu'une bonne partie de ses films, c'est pas lui qui les a faits, mais ils lui ont été dictés. Maintenant, il faut quand même dire que c'est quelqu'un qui maîtrise les scénarios de façon incroyable, qui maîtrise ses tournages de façon inouïe, qui connaît la technique mieux que quiconque, et qui est dans la salle de montage, qui a d'une extrême curiosité. Et d'une extrême connaissance, expérience, talent, je ne sais pas quel est le terme exact, qui est la condition préalable quand même pour faire une œuvre. Un virtuose. Un virtuose dans tous les domaines que je viens d'indiquer. Plus dans cette spécificité qu'il a dans la direction d'acteur, la direction de comédien, ce qu'on appelle les figures libres, le moment où une espèce de semi-improvisation qu'il a avec les acteurs, qui sont des touches tout à fait personnelles. C'est quand même quelqu'un qui possède son métier, son talent, sa technique, son expérience sur le bout des doigts. Je veux dire, on ne peut pas lui raconter. C'est pas un hasard s'il figurait parmi les cinéastes préférés de Stanley Kubrick, qui montrait la bonne année à ses comédiens avant de commencer un film. Donc, voilà, j'ai le souvenir d'avoir échangé quelques mots, enfin plus que quelques mots, mais à propos de Claude avec Bertrand Blier, qui souvent assez ironique et qui ne mâche pas ses mots. Et je me souviens très très bien qu'il me dit Claude Lelouch, je lui ai piqué plein de trucs. Effectivement, il y a des projets qui ont moins marché, mais c'est un explorateur. C'est-à-dire qu'en fait, il a amené le spectateur sur des terrains différents. Il les a appréhendés narrativement de manière très personnelle. Et donc, effectivement, par moments, ça peut ne pas fonctionner. Il aurait préféré, évidemment, faire plusieurs millions à chaque sortie. Mais néanmoins, avec le recul, il faut voir l'ensemble de l'œuvre. C'est la phrase de Jean Cocteau, je saute de branche en branche, mais toujours sur le même arbre. On connaît la façon de travailler, ou en tout cas on a vu un peu Claude travailler sur ses tournages. Je veux bien que vous nous donniez quelques anecdotes, parce qu'en fait, plein d'acteurs, le jour J, ne savent pas ce qu'ils vont dire, ne savent pas comment ça va se passer, et il est à la recherche de ses émotions. D'ailleurs, c'est aussi valable en radio, on dit qu'on n'est jamais aussi bon que pour la première interview, et c'est vrai, cette spontanéité, il est en quête de spontanéité. Racontez-nous tous les deux, parce que ça, c'est extrêmement précieux. Finalement, par exemple, il y a une scène qui se déroule dans le palais de justice à Paris. Et donc, le tournage était à 7h du matin. Oui. Et donc, l'équipe est arrivée. Oui, on rappelle que le jour se levait à peine. Cadmerade, en fait, est un avocat en burn-out, en fait. Et donc, voilà, c'est plutôt au début du film. Voilà. Et il y avait 2 salles
pour le tribunal, une qui était à gauche et une autre qui était à droite. On avait mis tous les costumes et les loges maquillage dans le tribunal de gauche, et celui de droite devait servir de décor. Et Claude est arrivé, il est allé dans l'un, il est allé dans l'autre, il a fait « on change tout, on va filmer ça dans là où il y avait tout le matériel. Là où il y avait tout le matériel. » Donc tout a été permuté. Tout le monde riait un petit peu parce que on devait filmer dans le tribunal numéro 12 et en fait on est passé devant le tribunal numéro 13. Donc tout le monde a cru que c'était un peu de la superstition. On a dit non, pas du tout. L'autre était beaucoup plus photogénique et il y avait une profondeur beaucoup plus intéressante par rapport à ce que je voulais raconter. Donc là, on s'adapte en permanence. Le virtuose qui s'adresse à l'équipe. Hein. Voilà. Et vous avez une anecdote comme ça en fait. Vous en avez plein, j'imagine, mais des choses qui nous donnent un peu l'impression de donner de la proximité avec là où je suis très reconnaissant, c'est grâce à lui, j'ai pu m'habiller en président de cour d'assises dans Chacun sa vie, et que j'ai un bref échange avec Elsa Eberstein qui est dans le box des accusés, et on découvre à la fin du film qu'en réalité c'est dans un rêve de Johnny, que c'est pas une scène véritable. Maintenant, ce que je dois dire sur sa façon de tourner, c'est que pour avoir été pas mal sur le plateau de Une pour toutes, qui par ailleurs n'est pas l'un de ses meilleurs films, il y a plusieurs scènes auxquelles j'ai assisté qui ne sont pas dans le film, qu'il a coupé au montage. Et c'est l'histoire de 3 jeunes femmes qui rêvent d'être comédiennes de théâtre et qui sont assassinées par la critique. Déjà, Claude mettait des choses personnelles. Et à un moment, Anne Parillot convoque le critique qu'il a assassiné dans un cimetière et sort un pistolet et lui dit « je vais te buter, connard ». Et Claude lui dit, tu lui dis ça. Alors le mec était pas au courant, il dit, mais t'es conne, quoi. Et là, elle sort son flingue, et il lui dit, de toute façon, t'es tellement mauvaise comédienne, j'ai pas cru une seconde que t'allais tirer. Et à chaque fois, il savait même pas. Et à chaque fois, il disait, viens, et tu vas lui répondre ça, tu vas répondre ça. Et vraiment, il savait pas. Et à un moment, elle lui dit, tiens, quand il est là, t'as qu'à le cracher dessus. Elle dit, ok. Elle crache dessus, mais ça va, t'es conne ou quoi? Et là, c'était pas du tout joué. Et finalement, il n'a pas gardé du tout la scène. Mais en tout cas, c'était une quête. Je crois que cette façon-là, c'est vraiment toute la méthode Lelouch. Claude Lelouch, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est vraiment le point d'interrogation. Quand on parle avec Jean Dujardin à propos de Une pour 1+1, il disait que c'était terrible parce qu'on ne savait pas du tout quand est-ce qu'on venait s'asseoir pour manger ou si on était réellement dans le film. Si ça ne soit pas les costumes du film, il disait bon, donc ça coule. Et en fait, non. Claude filmait et c'était pas grave que ça soit pas les costumes qui étaient prévus au départ. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon, comme enseignement, comme émotion suprême d'un projet aussi important, aussi influent de vos vies respectives autour de la passion du cinéma? Je voudrais revenir, c'est pas tout à fait le terme improvisé, parce que quand même tout est prévu, tout est écrit, tout est très très encadré. On s'adapte, mais on s'adapte toujours en fonction du projet du film. C'est pas du tout une improvisation que ce qu'on va faire ce matin, on se regarde un petit peu et tout. Non, c'est toujours. D'abord, il faut que le film tout soit mis en boîte pour qu'il y ait quand même une cohérence dans le récit et dans l'histoire. Après, effectivement, on peut s'offrir des récréations et tout, mais c'est pas du tout de l'improvisation comme on peut le penser. Je pense que le bon terme, ce serait plus. D'adaptation. Il faut s'adapter aux circonstances permanentes, laisser la fenêtre ouverte, laisser la porte ouverte pour que les idées rentrent au moment, mais en fonction de ce que vous avez en tête, en fonction du différent projet. On le voit souvent en train de, pendant les tournages, à différentes reprises, en train de marcher, en train de réfléchir, en train de se poser la question sur ce qu'il faut faire. Il est tout seul, et on ne va pas le déranger à ce moment-là. Et qu'il se met à pleuvoir, il va dire, génial, il pleut, on change tout, mais au moment, ça ne sera pas de l'improvisation, c'est-à-dire qu'il sera... 5 minutes avant, il sera en train de dire puisqu'il pleut, vous allez dire ça plutôt que ça, etc. Et même s'il leur donne pas le texte, il va leur chuchoter à l'oreille, mais c'est pas, il va pas leur dire il pleut, débrouillez-vous. Surtout pas, certainement pas. C'est dans ce sens-là on pourrait penser à l'improvisation. Mais non, c'est une capacité de renouvellement inouïe et permanente. C'est qu'en fait, ça maintient sous pression les acteurs continuellement. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tenus à être en éveil élevé, très élevé même, et forcément le pouvoir créatif généré à ce moment-là est certainement décuplé.
C'est vrai. Et donc ça révèle émotionnellement les gens beaucoup plus que s'ils étaient dans quelque chose de maîtrisé, où la notion de confort pourrait à la longue s'installer. Il admire un certain nombre de cinéastes qui sont à l'opposé de lui. Quelqu'un, disons, comme Jean-Jacques Hano, par exemple, où, dit-il, il faut que l'ours mette sa patte juste là, à côté de la pierre et la motte de terre. Donc, voilà. Mais lui n'aurait pas la patience. Il n'aurait pas la patience et c'est pas du tout son cinéma. Oui, ça correspond pas à Ce que vous dites est juste, les acteurs sont en permanence dans leur personnage, sont en permanence prêts à intervenir. Sur finalement, je sais qu'il y a eu un dîner qui a été interrompu parce qu'il y avait un superbe coucher de soleil et que tout le monde a dû partir pour aller filmer. Ah, j'ai entendu cette anecdote aussi. Oui, elle a circulé. Et la contrepartie, c'est que vous avez des comédiens. Je ne connais pas de comédiens qui aient trouvé que ce soit une mauvaise expérience que de travailler avec Claude Lelouch. Au contraire, c'est quelque chose. L'enthousiasme qu'ils ont a posteriori dans les films et qui n'est pas feinte est tout à fait généralisé dans tous les différents actes. Tous les acteurs aiment jouer avec Claude Lelouch pour cette raison. Il y en a qui jouent régulièrement avec lui. Il sait par avance que ces personnages-là vont s'impliquer, mais vraiment de manière très forte, quel que soit le projet qui est demandé. Quoi. Voilà. Finalement, ce projet, qu'est-ce qu'il dit de vous? On peut commencer avec vous, Jean. Qu'est-ce que ça dit de vous, un projet comme ça? Ça dit que je suis quelqu'un qui ne ferait jamais de film de cinéma et que c'est un peu la procuration, c'est vivre un petit peu par procuration, la création quand même, puis la création avec ampleur, avec ambition, avec du souffle, on peut avoir toutes les qualités du monde, je ne serais jamais réalisateur. Donc c'est une ode quelque part et un respect infini pour tous les gens, à Claude Lelouch, ça c'est évident, mais également à tous les gens qui font ce métier, qui le font avec passion. C'est un métier difficile, c'est un métier qui est dur, compliqué, et donc c'est une espèce d'hommage aussi à tous ces gens qu'on côtoie dans les salles de cinéma de façon quotidienne et qui nous font rêver. Quoi. Bien sûr, c'est bien un sûr. hommage à tous ceux qui font des films. Quoi. J'ai pour ma part fait un court-métrage il y a 11 ans qui s'appelle Nul, c'est un autoportrait. On peut le voir en quelque part? Oh bah, je vous l'enverrai si vous voulez. On partagera le lien. Et surtout, Claude Lelouch est présent. Ah, ben ça c'est une info. Dans son propre rôle. Ah, ben c'est génial. Et Jean est avec. Il y a dans la filmographie des apparitions de Claude Lelouch comme acteur au cinéma, il y en a quelques-unes. Non, mais bon, à part ça, il y a 2-3 choses sur lesquelles je ne suis pas sur la même longueur d'onde que Claude. Je suis sans doute moins mystique, par exemple. Mais je crois personnellement partager énormément ce sentiment qu'il n'y a pas de frontière entre le travail et le plaisir, entre il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de et qu'il n'y a pas de frontière non plus entre le cinéma, la vie, les sentiments, les émotions, et que l'occasion de voir des films est surmultipliée quand on a l'occasion de les mettre en exergue, comme on l'a fait à l'occasion de ce livre et à l'occasion des rencontres avec lui, et que ces émotions, ces sentiments, cette façon de montrer la vie était quelque chose d'absolument unique. En dehors même de Claude, le fait de pouvoir rencontrer des cinéastes, c'est quelque chose d'assez rigolo, parce que en réalité, quand on rencontre quelqu'un, on commence à se dire des choses intimes, parfois au bout de 15 jours. Et quand on rencontre un cinéaste, comme on n'a pas beaucoup de temps, c'est souvent au bout de 10 minutes, et on parle de son film, et il y a des choses personnelles dans le film. Et donc, cette approche-là, cette façon de discuter de tous les aspects de la vie, du monde, de politique, de tout ça, c'était une expérience unique, absolument. Le cinéma, c'est mieux que la vie, Claude Lelouch, aux éditions des Presses de la Cité. Alors il faut préciser quand même que les Presses de la Cité, c'est pas un éditeur spécialisé dans le cinéma. Ils ont cru en ce projet. Et il faut saluer quand même ce courage, parce que c'est un très gros livre, c'est un très beau livre. Et avoir l'audace de vous faire confiance et surtout de croire en ce projet, je pense qu'on peut quand même saluer cet éditeur. Hein, donc on le rappelle, les Presses de la Cité. Alors il y a une petite tradition à la radio du cinéma. Je vais vous demander respectivement à tous les deux de me donner votre film préféré, votre musique de film préférée et votre réplique préférée. Je vais dire La fièvre dans le sang d'Elia Kazan, 1962, avec Natalie Wood et Warren Beatty. Et c'est une histoire d'amour parmi les plus chavirantes que je connais. Une histoire d'amour ratée, sinon c'est pas intéressant. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Splendor in the grass. Il y a un vertige tellement grand, il y a plusieurs scènes
qui me donne envie de pleurer à chaque fois que je vois le film, et Dieu sait si je l'ai vu souvent. C'est d'ailleurs un numéro de l'avant-scène cinéma. Après leur première rupture, elle a juste envie de se tuer. Sa vie est engloutie. Et elle va chez elle, elle prend un bain, et là il y a sa mère avec ses gros sabots qui vient simplement lui demander si elle est encore vierge. Et le décalage est tel, la fragilité est telle que... voilà, moi j'aime au cinéma être effectivement chaviré. J'aime quand les émotions sont plus grandes que celles de la vie. J'aime quand le rire est plus grand que et la peur et la compréhension des choses aussi. Il y a des films très instructifs. Enfin Bien bon, sûr. voilà. Donc le cinéma est très très grand. Alors Yves, votre musique de film préférée, s'il vous plaît? J'écoute pas de musique de film en dehors des films. Pourtant j'écoute beaucoup de musique, mais il faut reconnaître que les films de Claude Lelouch ont un avantage, c'est celui d'être servi par un immense musicien, un mélodiste somptueux qui s'appelait Francis Lay, que nous avons bien connu et qui par ailleurs était le mec le plus sympathique et le plus gentil du monde. Qui a accompagné pratiquement tous les films de Claude Lelouch en tant que compositeur. Et c'est vrai que lorsqu'on voit un film de Claude, on a une demi-heure après où on a encore les airs qui trottinent dans la tête. C'est vrai, et donc s'il fallait en citer qu'un, j'aurais du mal, mais je dirais peut-être les uns et les autres, et je sortirais de notre interview en faisant ta-ta-da-da-da-da, et puis voilà, et ça serait parti pour 20 minutes. Et puis pour terminer, je vais vous demander votre réplique préférée, s'il vous plaît. Alors, c'est très difficile à dire. Maintenant, mon premier livre, il y a 40 ans, c'était sur les Marx Brothers. D'accord. Et leur chef-d'œuvre absolu s'appelle La soupe au canard, 1933. Et c'est une histoire de dictateur joué par Groucho Marx, complètement farfelu. D'accord. Et ses frères ne sont pas ses frères, mais sont des espions pour le pays ennemi. Ils viennent pour dérober les plans du champ de bataille. Ils font beaucoup trop de bruit, et la nana qui leur a ouvert la porte, qui s'appelle Vera Markel, dit mais taisez-vous, si on vous trouve, vous êtes perdu. Et Chico répond si on nous trouve, justement, on n'est pas perdu. Jean, à votre tour, vous allez nous donner donc votre film préféré dans un premier temps, s'il vous plaît. Le Privé de Robert Altman, Oui. qui est un film, j'allais dire parfait, que j'ai dû voir à peu près 10 fois en un an, quelque chose comme ça, Ah oui. qui est l'adaptation par Robert Altman d'un roman de Raymond Chandler, avec Elliot Gould qui reprenait le rôle du détective Philippe Marlowe, mais en beaucoup plus décontracté. Et donc là aussi, on parlait tout à l'heure d'adaptation permanente. C'est un film qui est une adaptation absolument permanente. Il y a de nombreuses scènes qui ont été trouvées sur le plateau. Il y a des trouvailles en matière musicale, comme il y a un seul et même air qui se promène pendant tout le film, sauf qu'on l'entend parfois à la radio, parfois comme musique de fond dans un supermarché, parfois dans un pianiste, etc. Et c'est toujours à chaque fois la même musique. Your name, Marlo? No, my name is Sidney Jenkins. Come on, let's go inside, Marlo. We want to talk to you. Et là, à la différence d'Yves qui a choisi un film d'amour, moi j'ai choisi un film d'amitié, puisque c'est l'histoire d'une amitié qui va bien évidemment être trahie entre Philippe Marlowe et son ami Terry Lennox, et qui va mal se finir. D'accord. Alors, votre musique de film, s'il vous plaît. Alors, je ne vais pas être original, que Lelouch a quand même un panorama de musique absolument incroyable. S'il en est une qui, à chaque fois, donne des frissons, c'est celle de l'Itinéraire d'un enfant gâté, le déclenchement du film. Il avait demandé, je crois, à Francis Lay, quelque chose qui soit une musique de cirque symphonique. Donc, c'était quand même un cahier des charges. Quand Francis Lay y repensait, il avait un grand sourire en disant quand même une musique de cirque symphonique. Et il a donné cette musique-là qui ouvre le film et qui est absolument incroyable.
incroyable et qu'on a beau l'entendre, la réentendre dans tous les sens, à chaque fois ça procure le même effet on se dit on va rentrer dans quelque chose de pas ordinaire, ce qui est le cas. Et pour terminer, donc, je vais vous demander votre réplique préférée, s'il vous plaît. Alors, une de mes répliques préférées, toujours la même chose. Alors, j'ai choisi un film totalement oublié, qui s'appelle « Je suis un fugitif » de Mervyn LeRoy, un film américain des années 30, un film noir qui racontait la cavale d'un innocent, en fait, qui se retrouvait au bagne, obligé de s'évader, et qui à chaque fois, alors que c'était un brave type au début, qui se retrouve en train de descendre petit à petit les échelons à cause de cette cavale. Et à la fin, ça se finit, c'était une grosse production, ça a été un très gros succès, et à la fin, ça se terminait par une scène absolument hallucinante, l'épilogue, pour un film comme ça. On le voyait, il retrouvait sa fiancée de l'époque, et à la fin, il se reculait, et donc il rentrait petit à petit dans le noir, c'est la dernière image du film, et sa compagne disait « Mais comment tu fais pour survivre ?» Et lui disait dans une voix très très douce « Je vole ». Et fin, le mot qui apparaissait, qui était quand même une réplique extrêmement percutante, et très gonflée quand même pour une super production. Messieurs, je tiens à vous remercier très chaleureusement. C'était un honneur de faire votre connaissance. C'était un plaisir. Et de partager ce moment autour de Claude Lelouch. On va clore cette rencontre, mais on sera peut-être amené à se recroiser, sait-on jamais, pour reparler encore et toujours de cinéma. Nous l'espérons. Action. That's Entertainment, la radio du cinéma. Enfin, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, hein. Notamment la radio du cinéma.